Bienvenue sur Le Game Plan. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Amaury Tardier, qui est un investisseur breton qui a commencé son premier investissement dès 19 ans. Tu es le cofondateur de Kiros. Donc je suis pas arrivé à 16 ans en mode j'ai compris un truc que les autres n'avaient pas compris. Je pouvais vivre avec rien, mais vraiment très peu. Et non mais vas-y on va toquer. Il a toqué mais comme un bourrin, laisse tomber. Et tu vois il m'a dit tu vois faut avoir du culot. Je vais reculer dans le mur et du coup j'avais pété la voiture et je m'étais dit en fait je travaillais cette semaine pour rembourser la viens on va aller se balader en forêt et tout. J'ai pris sa tête, je l'ai mis contre le volant et à la fin une fois qu'ils avaient passé le filtre social, bon et puis pour gagner de l'argent, moi j'ai fait construire une maison à Surzur, on avait pour 197 000, on l'a revendu 280 000 tu vois. Et des fois il y a des gens qui m'envoient ça, je me dis j'ai fait ce que t'as fait et ça a marché, merci. Conseil à quelqu'un qui a envie de se lancer dans l'investissement immobilier. Et alors moi le gros conseil que je donnerais c'est Pas de réussite sans plan de jeu. Bienvenue sur Le Game Plan. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Amaury Tardier. Amaury Tardier, qui est un investisseur breton qui a commencé son premier investissement dès 19 ans. Tu as commencé à te former dès tes 16 ans, alors que tu venais d'un petit village en Bretagne. Et aujourd'hui, tu es le cofondateur de Kiros, qui est une société d'investissement clé en main. Vous accompagnez vos clients de A à Z pour trouver des pépites. Comment vas-tu ? Bah écoute ça va bien et puis je suis flatté parce que l'introduction est quasi parfaite donc j'ai un peu révisé avant aussi. Franchement ça fait plaisir, je vois que tu as bien préparé. Mais je suis content de t'avoir parce que comme je te l'ai dit juste avant de débuter, je t'ai connu à travers tes podcasts et c'est là qu'on voit l'importance aussi de faire du podcast de qualité parce que même si en effet tu n'as pas peut-être les 100 000 vues, en fait derrière ça tu peux attirer plein de personnes de qualité et surtout au final c'est vraiment le fond du propos qui est hyper intéressant. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Bah écoute, je vais essayer de le faire aussi bien que toi. Alors, petite correction par contre sur ce que tu viens de dire. Il y a juste un sujet où tu t'es trompé. Ok. C'est juste que tu peux pas le savoir, mais où je l'ai pas dit beaucoup. Mais je suis originaire d'Orléans, moi de base. Ok. Je suis né à Orléans, je suis né à Saint-Jean-de-Bray exactement. Ok. Et j'ai beaucoup déménagé, mais je suis arrivé en Bretagne quand j'avais 12 ans. Et Ok. donc depuis, je suis là-bas. Et donc, Mais t'es breton quand même de sang ou du coup j'ai une partie de ma famille qui vient de Bretagne. Toi qui es breton aussi de Concarneau, de Bénodet exactement. Ouais, je connais très bien. Donc voilà, une partie de ma famille qui vient de là-bas, mais après une autre partie qui vient d'Orléans. Ok. Et aujourd'hui, la famille, j'imagine comme beaucoup de familles aujourd'hui en France, c'est un peu éclaté. Il y a du monde à Toulouse, il y a du monde. Donc voilà, mais je suis né à Orléans et donc je suis pas né en Bretagne. Ok. J'aurais aimé, je pense, mais je préfère rétablir la vérité. Donc voilà, donc moi en effet je m'appelle Amaury Tardier. J'ai cofondé Kiros. On a essayé de voir tout à l'heure, j'espère que vous voyez. On le voit bien. Sinon il est dans le dos, mais il n'y a pas de caméra, celle-là elle voit pas. Donc j'ai cofondé cette structure en 2024, le 1er janvier 2024. C'est assez récent. C'est assez récent, mais en fait alors pour remonter, ce sera peut-être plus facile pour la présentation, mais moi j'ai un parcours, je vais pas dire classique, c'est pas élitiste non plus, mais c'est un peu entre les deux. Parce que dire classique, ce serait mentir. J'ai quand même fait une classe préparatoire et après, je suis allé à Audencia. Donc, c'est quand même une école de bon niveau. À Nantes, tout à fait. Une école de commerce. Et en parallèle de ces études, j'ai investi dans l'immobilier. Donc, tu as raison de le dire. Le premier achat, je l'ai fait. J'ai acheté à 19 ans. Mais à 19 ans, tu te rends compte? Parce que parfois, quand on est dans son monde, on se rend pas compte. Mais à 19 ans, et j'ai une question qui me vient direct. Pourquoi l'immobilier dès 16 ans? Et pourquoi tu as voulu te lancer? Comment tu t'es formé dès 16 ans à l'immobilier? Alors, déjà, ça vient pas de moi. C'est vraiment mon père qui m'a dit de le faire. Mon père l'avait pas fait, mais il m'a dit, honnêtement, depuis que j'ai 10 ans, tu vois, je me souviens, on faisait des balades. Ma mère, elle adorait aller marcher. Donc, je me souviens de nombre de balades. Alors là, j'avais plus 13-14 ans à ce moment-là, parce qu'on était déjà en Bretagne. Mais tu sais, je t'ai dit, on habitait à Pleurmel à un moment donné. Et donc, je me souviens le nombre de balades qu'on faisait à Forêt de Brocéliande. Je sais pas si t'es déjà allé. Si, je connais. Et tu sais, tu montes, tu passes l'Arbre d'Or, et après, tu montes, et puis tu t'as vu sur le lac. Et le nombre de fois où on montait, on descendait, parce que pour le coup, c'était pas très loin de chez mon père. Et du coup, on y allait je sais pas combien de fois. Et mon père, il me disait, ah, moi, il faut investir dans l'immobilier. Ah, moi, il faut investir dans l'immobilier. Pourquoi il le disait alors qu'il l'a pas fait? C'est un peu fais ce que je dis pas ce que je fais. Alors, toute transparence. Hein. Ouais. Alors, il l'a pas fait pour deux raisons. La première, parce que ma mère voulait pas le faire. Ok. Parce qu'elle avait peur. Ma mère, elle est chargée de contentieux dans un office HLM. Donc, elle s'occupe des gens qui payent pas. Donc, elle voit le pire au quotidien. Voilà, c'est ça. Mais c'est 3% du marché. Alors, oui, mais bon, quand tu vois que ça, t'as l'impression que c'est la normalité. Et c'est plus important dans les HLM. Je crois que c'est 5% dans les HLM. Donc, voilà. Et la deuxième, et je pense que c'est la vraie raison, parce que le fait que ma mère veuille pas, je pense que c'était une excuse.
c'est parce que mon père, voilà, enfin, il vit sa vie, ça lui va bien et il a pas envie de faire tellement plus et il faut dire ce qui est, c'est quand même du boulot de faire l'investissement immobilier et donc à ce moment-là, bah, c'était moins répandu les boîtes de chasse. On Ouais. habitait en Bretagne, tu sais, centre Bretagne, tu pas beaucoup de structures de ce type-là. D'ailleurs, on les connaissait même pas, donc il fallait se mobiliser pour le faire et donc alors par contre, je vais lui rendre quand même une gloire, c'est que pour le coup, tu vois, il va faire beaucoup de sport, il s'entretient énormément et cetera. Il va faire des travaux, donc c'est aussi ça qui m'a donné envie. OK. Au-delà du fait de me dire de le faire, c'est que mes parents, du coup, je te le disais, je viens d'Orléans, on avait déménagé, j'ai vécu à Toulon, j'ai vécu en Bretagne, j'ai vécu à Vannes. Tu Ah oui. parlais d'Aradon, on a vécu rapidement à Aradon, j'habitais à Surzur, je sais pas si tu connais. Non, ça, je connais pas sûr. C'est à côté de Vannes aussi, à OK. Ploërmel, à Ah ouais, tu as Moron. vraiment navigué à gauche à droite, Ah c'est ouais, ouais, impressionnant. on a déménagé énormément. Après, pour les études, je suis allé à Lille, je suis allé à Rennes, je suis allé à Nantes, tu vois, beaucoup bougé. Et en fait, mes parents, ils achetaient des maisons, pas à chaque fois, mais quand même souvent, où ils faisaient construire. Ils Ah, revendaient, vous avez la fibre IMO quand même du coup? voilà. OK. Mais sur de la résidence principale, parce que les locataires, ça paye pas, parce que c'est galère, etc. Euh, et donc en fait, ils faisaient de l'achat-revente. Comme tu sais, la résidence principale, c'est exonéré d'impôt sur la plus-value. Enfin, au moment où on fait ce podcast, parce que la Ça peut réglementation très vite changer. évoluant constamment. Je veux pas qu'il soit écouté en 2028 et qu'on dise oh là là, c'est des bêtises. Donc voilà, mais aujourd'hui et à l'époque, ça l'était. Et donc, ils gagnaient. Mes parents, ils n'ont pas des gros salaires. Ils gagnaient plus d'argent en faisant ça, en faisant construire ou retaper une maison et en la revendant, en l'achetant bien au départ, que leur salaire annuel. C'est ouf. Et il y a des fois, on est resté. Je pense notamment à Toulon. Je crois que mes parents, alors je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils ont acheté la maison en août 2000, je sais pas combien, 2010, j'imagine, ou 2009. Donc, tu vois, en plus, c'était pendant la crise des subprimes. Ouais. Alors, moi, j'étais jeune à ce moment-là, mais toi aussi d'ailleurs. Mais bon, a priori, c'était pas le meilleur moment pour investir dans l'immobilier. Il n'en reste pas moins qu'ils l'ont vendu 6 mois après. Ils ont fait de la plus-value. Le montant, je En sais pas 6 te mois? dire, mais 6 mois. ils ont dû faire 30 ou 50 000 balles de plus-value nette d'impôts. Énorme. On avait acheté, ils avaient fait construire une maison à Orléans, enfin à Changy exactement, mais tu vas pas connaître, c'est un petit village à côté. Pareil, ils ont gagné de l'argent. Mais je sais pas combien, mais là c'était beaucoup parce que la maison ils l'ont gardée 10 ans. Ils ont fait construire une maison à Surzur, ils ont pris de l'argent. Donc toi, tu as vu ça au quotidien, c'est la première fois où tu as compris que l'IMO, tu pouvais, au final, en achetant un produit et en le revendant, Ouais. faire quasiment 1 an de salaire. Parce que Ouais. parfois, quand tu es habitué à faire des transactions dans l'IMO, ou même faire des négos, 30 000, 50 000, ça te paraît normal. Mais Ouais. parfois, quand tu divises par le SMIC, Ouais. ça te permet de te rappeler combien de temps tu peux vivre en ayant cette somme. Bah, Comment tu t'es lancé du coup après dans l'investissement immobilier, toi? Parce que alors, c'était la résidence principale. je te dis, c'est la conjugaison des deux, c'est qu'à la fois mon père me disait de le faire et en même temps, indirectement, il me le montrait. Non pas sur du locatif, mais sur de la résidence principale. Et puis après, mon père, c'est quelqu'un d'intelligent. Donc, du coup, à force d'avoir des discussions, etc., je me suis dit, il y a de la logique derrière. Et donc, je me suis lancé. C'est comme quand tu vois des sportifs de haut niveau, souvent les parents sont sportifs. Ouais. Tu tombes pas dedans par hasard. Donc, je suis pas arrivé à 16 ans en mode j'ai compris un truc que les autres n'avaient pas compris. Tu vois, je te parlais tout à l'heure de gars que j'ai eu dans le podcast. Ouais. Eux, Fabien et Lucas, qui font, je sais pas, 30, 40 millions à l'année à 22, 23 ans. Bah, c'est pareil, tu vois. Maintenant que je les connais très bien, enfin assez bien en tout cas, et qu'on commence à travailler ensemble, etc. Bah, alors pas les deux, mais au moins Fabien, bah, il a une famille Mm. entrepreneur. Donc tu vois, t'es pas et ses parents, ils font peut-être pas les chiffres sans trahir secret des dieux que lui fait, mais il n'en reste pas moins qu'ils sont entrepreneurs. Ah, moi c'est pareil, mes parents, mon père de base, de formation, il est électricien. Ok. Aujourd'hui, il s'occupe du patrimoine de l'URSSAF. Il n'est pas gestionnaire de patrimoine comme on l'entend, Oui. genre à te faire placer. Il est gestionnaire de patrimoine, Ok. mais dans le sens, il s'occupe des bâtiments de l'URSSAF sur l'ouest, Bretagne, Pays de la Loire, je crois, Ok. de la France. Donc, tu vois, il est dans cet aspect-là. Et donc, bah, moi, je me suis lancé naturellement parce que, en fait, j'étais au lycée et il n'y avait rien qui m'intéressait. Et donc, moi, ce que je voulais, c'est qu'à ce moment-là, je vivais avec vraiment pas grand-chose, pour pas dire quasi rien. Et ça me convenait très bien. Et du coup, je m'étais dit, bon, bah, je me débrouille pour avoir 1 000 euros par mois et puis de cash flow. Et puis, je vis avec ça, quoi. Et puis, de toute façon, j'ai rien envie de faire d'autre. Ce qui m'anime un peu, c'est le voyage. Mais à ce moment-là, je dormais dans des tentes quand je partais en Ouais, voyage. ça Ça suffisait. m'allait bien. Tu vois, tout était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. D'ailleurs, j'en parle de temps en temps avec ma copine. Je lui dis, mais je suis un peu frustré parce que le problème, c'est que quand tu goûtes au confort, c'est très difficile de revenir en arrière. Et à cette époque-là, je n'avais pas forcément goûté. Et donc, du coup, je pouvais faire
enfin, je pouvais vivre avec rien, mais vraiment, vraiment très peu. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai acheté une première maison, en effet. Tu connais peut-être à Plémé, à côté. Enfin, la Prénessé, exactement. Mais comment tu t'es formé du coup? Parce que là, t'achètes une maison, mais avant d'acheter une maison, il faut quand même savoir combien tu peux l'acheter, à Ouais, quel prix, les ouais. travaux. Tu peux nous raconter comment tu t'es formé en ligne? Comment ça s'est passé? Alors, je me suis. Alors, c'est vrai que tu vois, c'est intéressant ce qu'on disait tout à l'heure dans l'ascenseur. C'est que souvent on parle de formation et c'est vrai que ça aide. Mais il faut se remettre dans le contexte. Moi, j'ai 16-17 ans. De la formation, bah, j'ai connu que ça puisque j'ai été à l'école toute ma vie à ce moment-là. Et donc du coup, moi, je regarde juste des vidéos YouTube. Je regarde que j'ai reçu en podcast Olivier Seban, On est tous passés par lui. Hassan, le Ouais, Pro Limo, je Hassan sais B, pas si- qui va voilà, passer sur le podcast qui est bientôt. pas, et ben moi que j'ai eu aussi très Je l'avais vu, sympa. l'épisode très cool. J'ai eu, enfin voilà, j'ai en fait tous les mecs de l'époque qui étaient là à faire. Mickaël Ferré, je regardais pas trop, mais il était déjà là. Enfin, t'avais pas mal de mecs de cet écosystème. Et d'ailleurs, ce qui est dingue, c'est qu'à l'époque, je les trouvais. Enfin, tu vois, c'était pas des stars, mais tu te disais dans l'écosystème investissement IMO, c'était. Et pour le coup, je les ai quasiment tous reçus. Ça, c'est ouf. Et aujourd'hui, quand j'envoie des messages, j'y réponds, etc. Et je me dis, tu vois, finalement, c'est là où le podcast c'est très fort, c'est que tu arrives à créer des connexions quand même quand ça se passe bien. C'est plutôt très cool. Parce que tu as donné avant de recevoir aussi. Il y a Ouais, beaucoup de gens qui veulent recevoir ouais. avant de donner, tu vois. Et puis le podcast, c'est la meilleure manière, surtout pour un entrepreneur et qui a un peu d'ego, de flatter son ego. Mm. D'ailleurs, je peux te donner une anecdote. Olivier Seban, donc tu le mets sur le piédestal que tu imagines quand tu vois, tu l'as suivi au départ, etc. Bon, ça s'est plutôt bien passé dans la vidéo. À la fin, on est allé boire un verre et c'est moi qui lui ai dit, je suis désolé Olivier, mais il faut que je parte. Et il voulait rester, tu vois ce que je veux dire. Ah, ça, il est Alors que cool, les hein. gens, tu les imagines en mode, ils sont busy, ils ont C'est pas le ça. temps, etc. Et quand tu le vois, on dirait pas que le gars, il a un patrimoine de je sais pas combien de millions Ouais, d'euros. ouais. Il arrive avec son petit bonnet, il s'assoit. Mhm. Franchement, j'aime bien ces gens-là aussi où quand tu les vois, t'as pas l'impression qu'au final, qu'ils pèsent et qu'ils ont Ouais. l'air comme monsieur tout le monde, tu vois. Ouais, ouais. En effet, je confirme quand il est arrivé. Après, tu vois que c'est des mecs qui ont la niaque. Genre, par exemple, Olivier, ce qui m'a marqué, c'est que. Et pourtant, moi, je suis du genre à quand même à tenter des choses, à pas avoir trop peur de faire les trucs. Mais tu vois, on arrive et la porte était fermée. Et j'avais oublié le code de la porte. Et du coup, j'essaie d'appeler Erwan, parce que c'était avec Erwan à ce moment-là. Et il me répond pas. Je sais pas, il avait pas de réseau, il était au téléphone. Et Olivier, il fait bah non, mais vas-y, on va toquer. Il a toqué, mais comme un bourrin, laisse tomber. Et du coup, Le culot. forcément, tous les autres qui tournaient des vidéos à côté, parce que tu sais, dans les studios comme ça, t'as plein de. Ouais, t'en as plein. Et les mecs sont venus pour ouvrir. Enfin, tu vois, c'était ça, c'était vraiment. Et tu vois, il m'a dit, bah, tu vois, faut avoir du culot. Tu vois, avec sa petite leçon, et puis après, on allait En vrai, tourner c'est les quand petits tu autres. rencontres les anciens un peu de l'IMO comme ça, comme lui, comme Gilles Grimm, t'as l'impression que ça peut être un peu. Tu sais, quand tu vois des réels, tu peux croire que c'est un peu bullshit ou mytho. Ouais, Mais en ouais, fait, une fois que tu les rencontres, tu te rends ouais. compte qu'en fait, ils ont pas le même mindset que monsieur tout le Ah, monde. bah, c'est sûr. Eux, ils tentent. Ouais, Et forcément, ça passe de temps en ouais, temps. Par contre, ils se prennent aussi plein de bâches. Mais ouais. quand ça passe, tu dis, oh, c'est un peu trop gros pour être vrai. Ouais. Ah bah c'est complètement ça, ouais. C'est comme Xavier Niel, il a fait un podcast, il a dit, moi je suis la personne qui prend le plus de bâches. Incroyable ce Ouais, podcast. Sur The Bridge. ouais. Exceptionnel ce Alors podcast. j'ai vu que des extraits, mais en fait c'est ça. C'est que toi tu vois que ce qui marche, mais d'ailleurs il y a un mec, j'écoutais un truc hier, je sais plus ce que c'était, et le mec disait que c'était dingue parce que il y avait le mec qui a fondé Instagram, il a revendu ça à 1 milliard, et a priori il a refondé une autre boîte derrière et ça a pas marché. Donc en fait, C'est dur, hein. c'est très compliqué. Il faut pousser, pousser, pousser et pas lâcher. Et puis, ça finit par marcher. Mais du coup, pour te répondre Ouais. à la question sur l'investissement, j'ai fait le choix d'acheter cette maison-là parce qu'en fait, je regardais des vidéos de ces gars-là. Après, la méthode, tu la comprends assez vite. Grosso modo, tu testes des annonces sur le Bon Coin. Bon, quoi. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai vu que ça prenait de ouf dans les maisons, des maisons en zone rurale comme ça. Ça coûte combien à peu près une maison comme ça Et ben hors moi, la travaux? première en net vendeur, alors net vendeur ou frais d'agence inclus, je sais plus, j'ai payé 18 000 euros. 18 000 euros? Ouais. Et elle était vraiment paumée ou c'est qu'il y avait beaucoup de boulot? Parce que Ouais. 18 000 euros, Alors, limite les travaux, ça coûte plus cher que le foncier au ouais, final. alors, c'est un peu ça le problème de ce type d'actif. Mais on l'avait acheté. Non, mais c'est parce que les gens, ils étaient en saisie bancaire et on avait grave tapé le prix. En gros, je crois qu'au tout départ, il devait être acheté. Enfin, je sais plus exactement, mais genre un peu plus de 80 000 euros. Ok. Après, c'est descendu progressivement et nous, on est arrivé. Et en fait, c'était la banque qui répondait à l'agent immobilier pour la. Et du coup, moi, Ok. j'ai tenté une offre à 15 000, c'est pas passé. Ils ont dit non, on préfère aller au tribunal, je crois. Enfin, je sais plus exactement comment ça se déroulait, mais ça devait être ça. Et puis après, ils ont dit. Après, j'ai dit 16 000 non, 17 000 non, et 18 000, Ouais. ils ont accepté.
Quand En fait, tu je dis nous, remontais de 1000 euros. quand tu dis nous, c'est que tu as fait ce premier achat en société, c'est ça? Non, avec mon père, Avec ton père? en En nom perso ou propre. en En nom nom propre? propre, ouais. Et pourquoi en nom propre et pas en société dès le début? Alors, déjà, parce qu'on n'en savait pas grand-chose. Ok. Donc, on a fait ce qui nous semblait être le plus. Enfin, ce qui nous. En Plus fait, c'était simple. soit ça, soit la SCI. Mais moi, la SCI, à ce moment-là, je comprenais pas bien ce que Ça c'était. fait peur, hein, société, quand tu Ouais, commences. société civile immobilière. Voilà, il faut. Enfin, moi, c'était l'année où. Enfin, à ce moment-là, quand je me renseignais, j'étais en train de passer mon bac et j'étais en STMG. Tu vois, Ouais, enfin, ouais, voilà, tu vois, loin les de là. sociétés, tu t'étudies ça en cours, mais tu comprends pas très bien le fonctionnement. On te dit, ah, il faut avoir une holding, mais tu comprends pas pourquoi. En fait, tu te rends compte que c'est surtout pour. Au départ, si t'as pas d'argent, ça sert à Ouais, rien. C'est voilà, faut surtout pour une flex vache auprès à des gens. lait en entreprise. Donc, du coup, on a. Et donc, du coup, on a acheté un nom propre. Et finalement, c'était un très bon choix, puisque c'était avec mon père et en LMNP. Et ça s'est bien passé? Qu'est-ce que vous l'avez acheté, vous l'avez mis en location, tu Ouais, l'as toujours? non, je l'ai revendu. Ok. On l'a loué 500 euros par mois. Et on a fait, au total, elle nous a coûté 21 000 euros et quelques, je crois, avec les frais de notaire. On a fait de la peinture nous-mêmes. Je me souviens, on a poncé les volets, ça c'était infernal. Ouais, ça, c'est relou à faire. Et mon père, Voler. il sait faire les travaux. Ok. Donc c'est aussi pour ça, tu vois, c'est ça qui m'a permis de pas trop me planter. Quand tu dis est-ce que tu t'es formé? T'étais en équipe. Parce que, en fait, le truc, c'est que le vrai gros problème, c'est la partie travaux. Parce que sinon, le reste, bon, l'emplacement, le machin, bon, peut-être que tu peux te planter sur le loyer, etc. Mais grosso modo, de toute façon, ça va se louer. Si tu prends pas grand risque et que tu achètes un studio, bon, tu vois, au pire, si tu as prévu de le louer 500, tu vas le louer 400. Enfin, C'est il va ça. pas se passer C'est ça qui grand-chose. fait une énorme différence au Voilà. final. Normalement, tu peux pas trop te planter. Par contre, les travaux, là, ça peut vite être la merde et de manière importante. Et donc, du coup, là, il y a mon père en garde-fou. Et c'est ce qui m'a permis de pas faire trop de conneries. Et donc, on a rénové, enfin, il a surtout rénové la maison. Tu vois, par exemple, les toilettes, il y avait des soucis, la plomberie, etc. Donc, on y a passé quelques week-ends quand même. Et puis, bah, on l'a mis en location. Là, c'est parti tout de suite, hein. Et franchement, en quelques jours, on a eu plein de demandes. On a sélectionné un dossier. Et la locataire était pas parfaite, mais ça l'a fait. Elle est restée 3 ans, je crois, 3 4 ans. Et en fait, alors là, tu vois, c'est là où tu vois, tu te dis, je me sais que ça m'avait touché sur le moment, et c'est normal, mais euh, la locataire, je sais pas si j'avais raconté sur un podcast, mais la locataire, en fait, elle travaillait à l'usine à côté. Parce que bon, t'es en centre-Bretagne, il y a principalement des usines d'agroalimentaire. Et elle a touché, tu te dis, c'est terrible quand même, parce qu'elle avait 30 35 ans. Elle avait 2 enfants. C'est des gens qui gagnent pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose. Enfin, tu vois, elle devait être payée 1500 euros par Ouais. mois. Enfin, quand je dis pas grand-chose, c'est qu'elle peut pas gagner tellement moins, quoi. Mm. C'est ça que je veux dire. C'est pas qu'il n'y a pas de jugement de valeur, mais c'est que de toute façon, le SMIC, c'est 1400 et quelques. Mm. Donc, voilà, elle pouvait pas tellement gagner plus. Tellement moins, pardon. Et donc, bon, elle faisait sa vie, ça lui convenait. Elle payait le loyer. Bon, parfois, c'était un peu en retard, mais grosso modo, ça faisait le boulot. Et en fait, un jour, on passe avec mon père, parce qu'on avait racheté un autre truc pas très loin. Et ça faisait 2 mois qu'on n'avait plus de nouvelles. Donc, on était habitué à ce qu'elle paye un peu en retard, fin de mois, parfois le mois suivant. Ça faisait 3 ans. Bon, globalement, elle payait, elle était pas relou. Donc, on laissait un peu couler le truc, tu vois. Et là, elle avait pas payé 2 mois d'affilée. Et j'y vais. Et en fait, elle descend les escaliers, mais genre, tant bien que mal. C'est ses enfants qui m'ouvrent. Et en fait, là, je la vois diminuer, mais comme never. Genre, elle pouvait quasiment plus parler, elle pouvait plus marcher. Et en fait, elle s'était électrocutée à l'usine. Oh. Et du coup, en fait, c'était dégénératif. C'est-à-dire que plus le temps passait, pire ça allait être. Et en fait, du coup, elle me disait qu'elle allait quitter la maison parce qu'il y avait des escaliers pour monter à l'étage Elle pouvait plus monter et et qu'elle pouvait descendre. plus monter les escaliers, plus s'occuper. Et là, tu vois les enfants qui ont genre 5 ans. En plus, je me souviens, c'était genre juste avant ou juste après Noël. Du coup, tu avais les sapins et tout. Et tu te dis, putain, mais la pauvre dame, quoi. En fait, elle a, elle a dû commencer à travailler à 18 ans. Ça fait 15 ans qu'elle bosse. Et en fait, sa vie, elle va plus pouvoir rien faire. Et c'est terrible, juste parce qu'elle a accroché un fil électrique et qu'elle a pris 220 volts pendant 30 secondes, je crois, et que du coup, ça lui a grillé le cerveau. Et voilà. Et donc, elle est partie de la maison. Et après, on a eu un autre locataire avec qui ça a été beaucoup plus compliqué. Et à l'époque, on connaissait pas encore le dispositif Visal. Et donc, on Tu l'a. peux expliquer pour ceux qui connaissent pas? Ouais, le dispositif Visal, c'est un dispositif d'État qui est en partenariat ou sinon qui est financé pour partie, sinon en totalité. Alors, je connais pas les tenants et aboutissants précisément, mais par Action Logement. Mm. Et qui permet de garantir les loyers de beaucoup de personnes, principalement des jeunes actifs. Elle, pour le coup, elle aurait parfaitement correspondu. Et donc, si jamais il y a des impayés, c'est Visal qui prend le relais. Donc, ça marche très bien, ça vous garantit votre loyer. Moi, je l'ai déjà expérimenté, et pour le coup, j'en suis très content. Et c'est gratuit, 100% Et financé avec par cette l'État. expérience, du coup, est-ce que
ta stratégie d'investissement aujourd'hui, c'est de continuer d'acheter ces mêmes produits avec les avantages, mais aussi les inconvénients, ou tu as totalement changé ta stratégie d'investissement? Alors, on a fait évoluer la stratégie. Moi, la stratégie au départ, elle a toujours été la même, hein. Quand j'ai acheté là-bas, le but c'était de louer à des entreprises. Il y avait des entreprises Ah à oui, donc ça, côté. ça revient de quand même Ouais, depuis ouais, ouais. longtemps. Moi, quand j'ai acheté la maison, il y avait Carmenet à côté, qui était l'abattoir de Leclerc. Ouais. Et moi, naïvement, je m'étais dit, mais quand je dis à côté, il était à 10-15 minutes en voiture, tu vois, c'était vraiment pas loin. Et moi, je m'étais dit, donc Carmenet, c'est quoi? C'est le deuxième plus gros abattoir d'Europe, qui est au milieu de nulle part. Toi, tu dois connaître Ouais, peut-être. ouais, ouais, je connais, Côté de ouais. Paimpol, c'est pas très loin. Et du coup, Carmenet, c'est 3000 salariés sur un village de 800 habitants. Donc, ils ont carrément construit un lotissement. T'es déjà allé ou pas? Non, j'y suis jamais allé. Je t'avoue Mais que quand je suis en Bretagne, je vais pas ouais, forcément là-bas. c'est sûr qu'il Mais y a c'est pas. vrai que il doit avoir une vraie crise du logement, entre guillemets, là-bas, parce qu'au final, tu as beaucoup d'employés qui Ouais, veulent être proches de cette usine. ouais. Mais du coup, comment ils font? Bah alors, il y en a pas mal qui vivent à Saint-Brieuc, notamment, ou à côté de Saint-Brieuc. Et sinon, il y en a plein ouais, qui galèrent, hein. C'est pour ça que tu as beaucoup de demandes. Tu as beaucoup d'usines d'agroalimentaire. Et bah, tu es dans un village de 800 habitants. Donc, je sais pas combien il y a de maisons, mais ils doivent en avoir des dizaines. Sinon, peut-être pas des centaines, mais au moins 100 baraques dans le lotissement, Ouais. déjà qui sont à Carmenet, donc qui louent. Il y a beaucoup de Roumains, il y a beaucoup d'étrangers. Tu vas dans le. Je crois que c'est Saint-Jacques-du-Monnet. Tu vas dans le village, tu as la moitié des commerces, c'est des trucs pour les Roumains, quoi. Bulgares aussi, beaucoup de Bulgares, je Ouais, sais. enfin des mecs des pays de l'Est, Ouais. ou des filles Et qui d'ailleurs, veulent mais encore bosser dans ces usines parce que, comme tu l'as dit, c'est pas facile et ah du ouais, coup, ils prennent surtout c'est infernal. l'immigration pour les faire C'est travailler clair, là-dedans. c'est clair, c'est infernal. Bah, t'imagines, tu passes ta Ah, journée à tuer des c'est. cochons. Enfin, avec les bruits qu'il y a, les odeurs et tout. Dans le froid, ils commencent. Les mecs, ils sont en 3-8, ils commencent. Enfin, Carmenet, je sais pas si c'est comme ça, mais il y a beaucoup d'usines comme ça. Ah C'est non, tu c'est pas commences facile, hein. à 4 h du matin, tu termines à 14 h. Non, c'est très très dur hein, comme métier, hein. C'est le travail comme tu l'imagines quand t'as 15 ans et que tu te dis je vais travailler si je fais pas d'études. C'est pas comme nous à faire un podcast de petits Exactement. branleurs comme ça, à c'est, parler. C'est vrai c'est- que quand tu te rends compte de ça, parfois, c'est intéressant parce que ça te permet de te remettre les pieds sur terre et te rends compte déjà de la chance que tu as, mais aussi que voilà, la vie, bah, elle est pas facile pour tout le monde et qu'il faut se bouger les fesses, quoi. Ah bah, les mecs qui manifestent, allez, c'est pas la même chose, hein. Moi, quand j'étais à Ploërmel, pendant le confinement, je savais pas trop quoi faire et je devais être en stage avec Audencia et le stage s'est arrêté et du coup, mon père m'a dit, il y avait ma sœur et puis, enfin, on était 3 et mon père me dit: «Bah, allez-y, trouvez un boulot à côté dans une usine» et je me suis dit: «Bah, c'est l'occasion», tu vois? Ah Parce que, ça, tu vois, c'est un peu comme, l'église, avant d'y aller, je savais pas trop comment ça se passait. Je me suis dit: «Bah, je vais aller à la messe, comme ça je saurai ce que mmh. c'est». Alors je sais pas exactement ce que c'est, mais au moins je teste. Bah, là, l'usine, c'est pareil. Je me suis dit: «Je vais tester», parce que tout le monde dit que c'est dur, mais sans l'avoir fait, tu sais pas Ouais, tu trop. peux pas juger, hein. Bah, je suis pas allé à Carmenet, enfin si, je suis allé à Carmenet, à Meuron, parce qu'ils ont des antennes aussi à côté. OK. Et alors là, tu rentres dans le truc et donc la dame me dit: «Bah, tu vas travailler avec moi, donc là, on broie la viande». Donc tu sais, c'était pour faire des steaks hachés. Donc ils te mettent de tout dedans. C'est là que tu vois qu'en effet, il y a vraiment de tout. Tu appuies sur un bouton, tu charges ta benne. Donc je crois, alors je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'on pouvait monter jusqu'à 200 kilos. Fallait pas que ça dépasse 250. Je dis peut-être des conneries, hein, c'est peut-être 50 kilos, je sais plus, mais dans ma tête, c'est ça. Et donc, tu broies la viande, et puis après, tu pousses le chariot. Ça devait être moins que 200 kilos, parce que 200 kilos, ça doit être lourd à porter quand même. Bon, je sais plus, mais bon, il y avait voilà, tu broies la viande, et après, tu pousses. Et c'est tout. C'est ça ton job. Toute la C'est-à-dire que journée, tu fais ça, de et 8 h à 8 h. bah alors le pire, c'est que c'était de nuit. Donc moi, ils m'ont embauché, donc c'était de 22 h à 4 h du matin. Ah, parce que c'est les 3-8, c'est non-stop. Ah, c'est non-stop. Les 3-8, 8 x 3, 24. Et ça a Donc dû les te motiver, hein. Quand tu fais ça, après, tu te dis, heureusement qu'il y a un début et une fin. Mais pour plein de gens, il y a un début, mais il y a pas de fin, quoi. Et ben, pour aller dans le sens de ce que tu viens de dire, la dame, du coup, donc moi je fais ça, puis au bout d'un quart d'heure, bon, tu vois bien, je suis bavard, etc. Je commence à lui poser des questions, tu vois. Je me dis, bah attends, je vais pas rester là. Enfin, le chariot, j'ai compris le truc. Enfin, j'appuie sur le On peut bouton, parler, je mets quoi, la c'est viande, ça. je vais le pousser. Là, autant il y a plein de moments où je suis pas capable de faire deux choses en même temps, mais Ça va. là, je m'en sens capable. Donc je commence à lui poser des questions et tout. Je lui dis. Donc moi, à ce moment-là, j'avais. Plus quel âge, je devais avoir 21 ans, un truc comme ça, tu vois. Et peut-être 22, je sais plus. Bref, et je lui dis, et du coup, depuis combien de temps tu fais ça? Là, elle me dit 25 ans. Ça fait 25 ans qu'elle faisait ce métier-là. Je me dis, ça fait plus que toute ma vie qu'elle fait ce métier-là. Toutes les nuits, elle vient ici, elle broie sa viande et elle fait ses allers-retours avec ces trucs-là. Donc là, moi, au bout d'une heure ou deux, je vais voir le mec responsable de ligne et je dis, j'ai compris le job ici. Est-ce que c'est possible de faire
autre chose. Parce que j'ai dit, à un moment donné, moi, Ouais, faire ça tout le temps. là, c'est en dehors de mes compétences. Faire ça pendant 6 heures sans poser de questions, dans le froid, parce que c'est pareil, du coup, la viande, il faut la conserver. Donc, il fait 0 degré, enfin, ou je sais plus combien, mais il fait très froid. Quand t'arrives, il est 22 heures aussi. Pas bosser à 22 heures. Tu vois, j'étais chez mon père à ce moment-là pendant Ah ouais, le le confinement. moral, ça allait pendant cette période du coup? Parce que voir autant de choses Alors, je suis resté, différentes. je crois que j'ai dû faire, Carmenet, j'ai dû faire 2 jours. Donc, Je pense que 2 jours, ça suffit quoi. je me permettrai pas de. Voilà, ça n'a pas impacté mon moral. Au contraire, ça m'a motivé Ah oui. à faire d'autres choses derrière. Et donc, après, je suis allé sur une autre chaîne. Et donc là, c'était. Alors là, c'était encore pire parce que c'est une machine qui mettait la viande du coup que tu avais broyé des steaks hachés dans tu sais, les petites barquettes là, blanches, tu vois, un peu Ouais, les ouais, je steaks vois très hachés. bien. Et donc là, il les mettait. Et des fois, mais alors, c'était une fois tous les 15-20 minutes, hein, des fois, la machine faisait une erreur. Donc le steak haché était un peu décalé, donc il fallait le pousser dans la boîte. Fin de l'exercice. C'est tout? Et c'est tout ce qu'il fallait faire. Donc là, tu restais. Donc là, il faut se remettre dans le contexte, dans le froid. Tu parles à personne. Tu es face à une machine. La machine broie la viande, Ouais. elle le met dedans. Et toi, ton job, c'est de vérifier que les 4 steaks sont bien dans les trucs. Et que si jamais ils sont pas dedans, tu dois le repousser pour qu'ils soient bien dedans. Avant qu'ils se fassent filmer, parce que tu sais, ils te mettent le Ouais. plastique au-dessus. Voilà, fin du truc. Et là, pareil, la meuf, je lui demande à côté. Donc, parce qu'il y avait une autre personne, mais pour le coup, elle était vraiment plus loin. Donc, en plus, c'était galère pour parler. Et donc là, elle me dit, et elle, ça faisait genre 13 ans qu'elle faisait ça, tu vois. Et là, je me suis dit, ouais, non, je sais pas. Enfin, franchement, je sais pas. Enfin, on est différents. Parce que moi, vraiment, j'étais pas capable. Là, pour le coup, je pense que j'aurais préféré accepter des conditions de vie où je gagnais moins, Mm. ou je sais pas, je serais allé faire autre chose. Mais l'usine, c'est très, très dur. Parce que Et tu manges des steaks hachés maintenant? je mange toujours des steaks Ah. hachés, par contre. Mais par contre, et j'ai fait aussi, enfin, sans trop dériver là-dessus, mais c'est quand même important. Enfin, je Non, mais trouve c'est que, intéressant aussi, c'est dans ces petits détails que voilà, bah, on peut comprendre on est allé à. J'ai fait certaines actions. aussi Mix Buffet. Je sais pas si tu connais. Tu sais, c'est les salades préparées. Ok. Tu sais, les petites salades, c'est une des marques qui est assez connue. C'est à Guerre. Tu vois Guerre? Non, ça je connais. Bah, c'est là où il y a l'école Saint-Cyr-Conquidan. Tu sais, l'école des officiers. Ouais. Et donc, les officiers de l'armée de terre. Et donc, moi, je vais là-bas. Et du coup, vu que j'avais abandonné Carmenet, j'essaie de trouver un autre truc. Et donc, je me dis, bah, je vais tenter autre chose. Parce que je me suis dit, bon, peut-être que c'est une usine, mais c'est peut-être pas tout comme ça. Bah, je suis allé faire les salades et voilà. Pareil. Alors là, c'était pareil, même chanson. Alors là, c'était pas pareil, c'était pas la nuit, c'était le matin. Mais je crois qu'on commençait à 4 h du mat. Et moi, j'ai beaucoup de mal à me lever le matin. Donc là, c'était l'enfer. 4 h à 13-14 h. Puis tu sais, on te dit, bah ouais, c'est bien, tu travailles le matin, comme ça, t'as ton après-midi. Mais non, l'après-midi, t'es éclaté. Mort, T'as tu qu'une envie, c'est de dors. dormir, genre. Et du coup, 4 h du mat. En plus, je me souviens, mon père, il m'avait prêté sa voiture. Et genre, j'étais payé genre 40 € la journée, je crois, ou je sais plus combien, mais c'était. Et genre, j'avais reculé dans le mur. Et du coup, j'avais pété la voiture et je m'étais dit, en T'as fait, je perdu. travaillais cette semaine pour Ah, rembourser tu et vois. du coup, tout ça, est-ce que ça t'a créé une sorte de frustration que tu as transformée en motivation? Que ce que j'ai pu voir en faisant pas mal de podcasts, c'est que chaque entrepreneur a une frustration qui l'a transformée en motivation, ou d'autres personnes le transformeraient autrement. Toi, est-ce que ça t'a permis de te motiver? Est-ce qu'il y a d'autres éléments dans ta vie qui ont permis de te motiver pour avoir géré autant de problèmes et lancer Kairos par la Ouais. suite? Alors, j'ai 2 frustrations importantes et je vais y revenir qui sont des moteurs aujourd'hui, sur des sujets, mais c'est pas l'usine. Parce que l'usine, je l'ai pas fait parce que j'étais imposé de le faire. Je l'ai fait parce que je voulais découvrir ce que c'était. Et accessoirement, évidemment, gagner de l'argent, c'est pour ça que j'y allais, mais je voulais aussi savoir un peu ce que c'était. Donc ça a pas été une frustration, ça a juste confirmé ce qu'on m'a toujours dit. Tu vois, il y a pas eu d'étonnement quand je suis arrivé, on Ouais, m'a toujours tu dit: savais «L'usine, c'est plus ou dur, moins. il y a pas de plaisir», bah oui, je Oui, mais confirme. entre des mots et des actes, Non, mais tu ça, retiens ça a beaucoup juste plus confirmé que je quand. voulais pas y retourner. Ça, c'est clair. Mais ça n'a pas été une motivation plus que Et tu penses ça. pas que ça ferait du bien à certains jeunes, sans faire le mec, d'aller là-bas pour se rendre compte que voilà, la vie elle est compliquée et donc c'est pour ça que c'est important de bosser et de surtout trouver un job qu'on aime pour justement être plus motivé? Ouais, alors, moi, je pense plutôt que l'armée serait plus une solution Ok. pour recadrer. Et après, non, sinon, c'est que. Enfin, en fait, je donnerais plus accès. Là, pour certains jeunes, là où je suis d'accord avec toi, c'est notamment, tu vois, quand j'ai fait Audencia, je pense que. En fait, Audencia, c'était, en tout cas, quand j'y suis allé, vraiment un mélange entre des profils un peu comme moi qui avaient vraiment charbonné Ils sont rares et quand même. qui s'étaient donné les moyens pour avoir Audencia, qui avaient vraiment bossé à l'école. Parce que pour le coup, en plus, tu vois, je venais d'assez loin, j'étais en STMG, j'avais pas beaucoup de bons résultats, etc. Et d'ailleurs, là vient ma première frustration qui m'a permis d'avoir Audencia,
pour te répondre sur Ouais. les motivations. C'est moi, quand j'étais petit, mes parents, ma famille disait ah Maurice, c'est un peu un génie, machin. Nan. Et je suis allé en STMG. Et ma Et tante, STMG, à l'époque, c'était en mode ah, les STMG, ouais, t'es un etc. naze. C'était mal vu. T'es un peu un naze. Et donc, t'as fait quoi comme filière, toi? J'ai fait ES. Voilà. Bon, ES, C'est un peu ceux qui veulent pas faire S, ceux qui veulent pas faire Voilà, L. Allez, ES. voilà, c'est ça. Mais tu tiens la route à l'école et Ouais, voilà. c'est ça. Moi, j'ai fait STMG. Donc, STMG, tu y allais rarement par choix. Hein. Ceux qui allaient par choix, c'est qu'ils Clairement. n'assumaient pas le fait qu'ils n'avaient pas eu, tu vois. Et donc, donc, je suis allé en STMG. Et là, ma tante a appelé ma mère et a dit, tu vois, Maurice, c'est pas un génie, machin, nanana. Et donc, ma mère est ressortie un peu je me souviens, elle est sortie de sa chambre. On habitait encore à Vannes à ce moment-là. Elle est ressortie de sa chambre un peu en pleurant. Et tu vois, en se disant, mais en fait, mon fils, il est pas ouf, quoi. Tu vois, la déception un peu, tu vois. Putain, c'est dur, ça, quand même. Et là, ça m'a donné une énergie, genre, ça a mis du temps à infuser, mais alors quand c'est parti, je me suis dit, mais. Et du coup, ça m'a motivé. Et tu vois, en classe préparatoire, j'ai grave bossé. Et d'ailleurs, vraiment, c'est. Il y a beaucoup de gens, je sais pas de quel côté tu fais partie, notamment Erwan, tu vois, que tu as vu dans les podcasts, qui disent que l'école, c'est pas. Enfin, c'est pas toujours. Enfin, c'est même d'ailleurs, il y en a pas mal qui recommandent, qui disent, ouais, vaut mieux te lancer, etc. Machin. Et franchement, l'entrepreneuriat, c'est hyper dur. Il y en a pas beaucoup qui réussissent. Pour être dans l'écosystème, c'est très sélectif. Et pour le coup, faire des études, quand on peut le faire, c'est quand même une bonne solution, notamment, et ça on le voit pas et on en parle trop peu, mais moi j'ai plein de potes aujourd'hui qui sont genre dans des cabinets d'audit, tu vois, t'as fait quoi toi comme parcours J'ai fait une école de commerce aussi, Ouais, donc je me voilà. reconnais dans ce que tu dis. Et bah voilà, et bah, qui sont dans un cabinet, alors qu'ils sont pas toujours très heureux, ça j'en Ils confesse, le sont rarement, en règle générale. qui sont mais qui ont des situations, tu vois, qui sont pas celles qu'on vient de donner. Les mecs, ils prennent, ils ont entre 3, 4, 5 000 euros de salaire selon l'âge qu'ils ont et les grades. Ils passent des grades tous les ans. Et puis, ils commencent junior et ils ont des perspectives Mm. pour devenir directeur, pour devenir associé à 35, 45 ans, selon le temps qui reste dans les cabinets. Euh, Aujourd'hui, avec le télétravail, ils sont quand même pas trop mal. Hein. Je veux dire, la frontière entre l'entrepreneuriat et le salariat, quand il est comme ça, elle est quand même de plus en plus mince, même s'ils font pas exactement ce qu'ils veulent. Et voilà, donc c'est un peu différent. Ils peuvent investir en IMO Ils peuvent et investir. avoir des side projects entrepreneuriaux. Exactement. Et ça permet d'avoir quand même une sécurité. Parce que le truc où tu as 18 ans ou 16 ans, tu te lances l'école comme ça, et qu'après tu te plantes, bah, Ouais. quand tu as 21 ans et que tu dois retourner avec ta bite et ton couteau, et que là tu te retrouves à l'usine parce que tu n'as pas le choix, parce que c'est compliqué de faire autre chose, parce que je sais pas, tu n'as pas un profil commercial et que du coup tu as du mal à te vendre, bah là, amuse-toi. Parce que là, la vie, c'est plus la même. Et d'ailleurs, moi j'en connais un, sans le citer, qui m'a appelé il y a pas longtemps, un copain voilà, qui a été un peu entre deux. Bah là, aujourd'hui, il galère, il cherche des solutions, mais il fait un taf où justement, il prend un SMIC tous les mois. Alimentaire. Et ben, franchement, la vie, elle est pas simple. Hein. Il kiffe pas. Hein. Et pourtant, il les a fait, les fiestas avec nous, les machins, les trucs, où on s'amusait. Mais quand t'arrives à 25-30 ans, t'as un peu cette claque, je sais pas si ça te l'a fait, mais où en fait, jusqu'à 25 ans, t'es un peu rêveur, ou peut-être un peu moins, mais grosso modo, 22-25 ans, t'es un peu rêveur. Mm. Tout le monde, dans le fond, se dit, bon, bah, si je serais une star, ou si je serais sportif de haut niveau, ou... Voilà. Mais tu te dis que tu as peut-être un truc en plus que les autres, tu vas y arriver, quoi. Puis en fait, arrivé à 25-30 ans, tu te rends compte que tu es juste comme tout le monde et que tu vas avoir un parcours et qu'il faut se donner les moyens et qu'il faut bosser et que voilà, et que en fait, des Mbappé, il y en a qu'un. Il y en a pas 15. Des Xavier Niel, voilà. ou autre, tu vois. Il y en a pas beaucoup. Donc il faut vraiment se donner les moyens et bosser, et ça prendra du temps, des années. Mais donc ce parcours de faire des études et donc d'avoir cette frustration-là m'a pas mal aidé. Alors je sais plus pourquoi on était Et c'est vrai parti que là-dessus, mais... par rapport au parcours étudiant, c'est vrai qu'on oublie, mais avoir le statut d'étudiant, Mm. déjà quand on est étudiant, on va pas se mentir, prépa, c'est autre chose. Ouais. Mais quand on est à la fac, on a quand même pas mal de temps libre. Ouais, ou école de J'ai des commerce. potes qui savaient pas, même en école de commerce, tu as énormément de temps libre. Ouais. Bah, si ce temps libre, tu l'utilises justement pour entreprendre ou avoir Exactement. un side project, ça te permet d'avoir le côté étudiant pour, on va pas se mentir, rassurer les parents, Exactement. rassurer les grands-parents en disant oh, mon fils, il fait telle école de commerce. Tout à fait. Alors que voilà, parfois il y en a des bonnes, parfois il y en a des moins bonnes. C'est clair. Mais à côté, Mais les t'as ton parents, ils petit le savent project. pas. Ouais, souvent ils le savent pas. Parce que eux-mêmes les n'ont pas échos, fait ils ont dit d'études. oh, regardez, c'est Ouais. la numéro 4. Ce qui veut tout rien dire. Enfin Mm. bref, après, c'est un autre sujet. Mm. Mais c'est vrai que le statut étudiant, ça peut aussi permettre de faire des prêts si on veut Oui. investir. Et donc, c'est vrai que c'est vraiment sous-estimé. Donc, c'est vrai que. Ça te donne de la maturité, parce que se lancer à 18 ans, il y a Ah oui. quand même de très rares cas qui réussissent. Donc déjà, quand tu rentres et que tu as plutôt 22-23 ans si tu fais un master, par exemple, bah déjà, tu es un peu plus armé pour pouvoir faire les choses. Et surtout, ça te donne une excuse d'échouer. C'est ça. Parce que il y a une probabilité importante pour que la personne connaisse ses premiers échecs. Mais c'est OK, tu es étudiant.
Donc en fait, c'est juste un projet à côté qui a foiré, mais c'est pas grave. Et Tu fais des comme études. tu dis, à 18 ans, c'est dur de dire comme si tu connaissais toute la vie, alors qu'en effet, t'es un petit branleur, entre Hein. guillemets, et tu connais rien. C'est pour ça que c'est important de rencontrer des gens, de voyager. Je sais pas si tu as pu faire des échanges universitaires avec Audencia, mais c'est Alors, vrai que moi, j'ai pu en faire et ça change, ça t'ouvre t'avais énormément fait quoi comme l'esprit. école, toi? J'avais fait l'ESCE, c'est pas une école Ok, exceptionnelle, ok. mais par contre, tu avais 2 échanges universitaires Ouais, et ça te sort de ta zone de confort ouais, et ça te permet complètement. de comprendre plein de choses. Non, mais tu comprends des choses et tu rencontres. Ah oui, c'était pour ça d'ailleurs qu'on parlait des études. Et tu rencontres d'autres profils, notamment à Audencia, où tu as du coup des profils un peu plus ruraux qui vont avoir bossé. Et puis tu as les De mecs qui viennent de cadre. Paris, pour la plupart, ou d'Île-de-France, et qui n'ont pas foutu grand-chose, qui étaient dans des grandes prépas parisiennes et qui prennent Audencia parce que c'est un peu la dernière école qui est acceptable. Et je pense que ces gens-là, en effet, aller à l'usine, ça leur ferait du bien. Parce que derrière, je le vois bien, ils ont, et c'est normal, mais ils n'ont pas de réalité. Maintenant que bah, toi, tu habites à Paris, j'habite à Paris, tu vois bien, tu vois, j'en parlais cette semaine avec un pote, il me dit, mais est-ce que tu. Enfin, non, c'était ce week-end. J'ai un pote qui est venu et qui habite à Angers, et il me dit, mais je pense qu'il y a des enfants ici, enfin, ils savent pas ce que. Enfin, tu as 10 ans, tu habites à Mhm. Paris, ou tu habites en Île-de-France, t'es pas sorti ou très peu de l'Île-de-France, tu sais pas ce que c'est une forêt, tu sais pas ce que c'est j'exagère. Alors forêt peut-être que tu peux, mais tu vois une vache ou machin, Ah, mais des tu vois choses pas, simples. tu vois pas ce que c'est et c'est normal. T'habites à Paris, il y en a pas. Donc c'est pareil quand les gens ils habitent à Paris, ah bah faut prendre les transports en commun. Mais il y a qu'à Paris où ça marche aussi bien les transports en Mhm. commun. Quand t'habites à Vannes, le bus tu l'attends 20 minutes. Ouais, Hein. faut être patient. C'est pas pareil. Hein. Même quand t'habites à Nantes, hein, le tram tu l'attends un quart d'heure. Hein. Ah bah c'est sûr, à Paris le métro t'en as toutes les 2 minutes. Donc c'est pas un problème de Ah, c'est l'attendre le sûr. transport. Donc c'est ce manque de réalité sur la France et notamment sur ces métiers-là où en fait c'est malheureux, mais les gilets jaunes ou les gens qui font des manifestations, tu les vois qu'à la télé quand tu regardes le 20h. Parce que sinon tu les côtoies jamais ces gens-là. C'est ça. Et quand tu habites à Paris ou quand tu habites. Et ces gens-là, ils voient pas ce que c'est un métier comme ça. Parce qu'ils ont des parents qui sont cadres chez Orange ou je ne sais où. Parce qu'ils ont toujours connu que ça. Et on peut pas leur jeter la pierre, ils ont connu que ça. Mais Mhm. d'ailleurs, c'est l'ESSEC que je crois qui fait un stage usine ou un truc. Je sais plus comment ils appellent Il y a ça. beaucoup d'écoles de commerce qui, là, pour la première année, c'est stage, en effet, usine, Ouais, où pendant un mois, tu vas faire un stage dans une ouais. usine. Et en effet, je trouve que, comme tu le dis, c'est une Mais excellente idée. et encore, je pense que quand tu es stagiaire comme ça et qu'en plus tu viens d'une école comme l'ESSEC, on te fait pas faire les mêmes choses. Je pense que le vrai stage, c'est tu vas chez un intérimaire, tu te débrouilles et tu trouves ton Mm. stage dans une agence d'intérim et tu vas bosser comme tout le monde. Et là, tu fais. Mais je pense que 2 jours, ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire un mois. Hein. Tu comprends très très vite. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce que même le jour où tu auras des enfants, Mm. tu voudras les mettre quand même dans les meilleures écoles, Ouais, avoir une bonne école c'est de clair. commerce, ou je sais pas, une bonne école d'ingé. Ouais. Et c'est dur, je trouve, de, en effet, vouloir faire évoluer. Parce que toi, tu as évolué socialement et tu as envie de faire évoluer socialement tes enfants, mais en même temps, leur rappeler d'où ils viennent Hein. pour justement ne pas perdre ses valeurs. Et ça, je pense que ça doit pas être facile et Bah, ça doit être quelque chose d'important quand même. je pense que là où ça se fait, c'est que ça dépend combien tu donnes à tes enfants et ce que tu leur fais tester. Et moi, je vois mes parents, parce que moi, je viens pas d'un milieu non plus modeste. Hein, mes parents, enfin, alors peut-être que sur les classements, on est modeste, mais moi, je me considère pas du tout comme Mm. ça. Tu vois, j'ai toujours eu ce que je voulais. Parce que mes parents, du coup, ils habitent un peu en campagne, donc du coup, bah, tu as des maisons. Enfin, c'est une vie cool, quoi. Franchement, le seul truc c'est que du coup, tu vois, j'ai fait du stop. Ouais, bah, quand Ça, en t'habites à Paris, Bretagne, tu c'est peux un pas. classique. Et du Ouais, coup, tu prends facilement les gens. Alors qu'ici, je ferais pas, enfin, tu prends moins facilement ouais, ouais. quelqu'un en stop parce que c'est moins dans la culture. Ah, et puis surtout, si t'es dans Paris, t'as pas de raison de. Enfin, tu te déplaces facilement en transport en commun. Mais moi, j'ai fait, je sais pas combien de fois j'ai fait du stop, mais plus de 500 fois. C'est sûr. J'en ai fait, mais plein de fois. Et ça Euh, sauve, hein, parce et, que genre, et, quand tu genre- dois rentrer et et qu'il y a je te dis la personne. vérité, c'est que j'en refais aujourd'hui. C'est vrai. Des fois, quand je me dis, mais putain, mais Amaury, là, t'es déconnecté de la réalité. Remets-toi, parce que tu vas faire des masterminds et les mecs, ils sont tous multimillionnaires, parce que machin. Et du coup, le stop, c'est vraiment une bonne manière de te remettre à ta place. Parce que enfin, déjà, il faut se vendre quand tu fais du stop, parce qu'il faut que la personne qui te voit en voiture, C'est ça. t'aies un bon C'est pas un emplacement, fou. et tu sois propre sur toi, sinon t'es pas pris. Potentiellement une pancarte, que je recommande, parce que si tu sais pas où tu vas, enfin, si tu indiques pas où tu vas, les gens ils ont plus de mal à s'arrêter. Et là, tu rencontres tout le monde. Mm. Tu vas moi, j'ai eu Bretz, tu connais les chips Bretz? Ouais. De temps en temps, pour voir des copains et qui sont là-bas, enfin, que le siège est là-bas et que le mec a créé. J'ai été pris en stop par le fondateur de Bretz. Énorme. J'ai été pris en stop par un pilote de ligne. J'ai été pris en stop par des gens qui étaient au RSA. Tu rencontres la France. Faut arrêter les podcasts et faire du stop. C'est la morale de l'histoire. Alors,
Alors, je mettrai une nuance. J'ai eu quand même, sur le nombre de fois où je l'ai fait, derrière les clichés se cache souvent une part de vérité. Il y a quand même du danger que je relativiserais, mais c'est plus facile pour moi avec un physique comme le mien. Quand t'es une fille et que tu fais 1m60 Oui, et ça c'est sûr. 55 kilos, c'est, enfin, moi, j'ai 2 mecs qui m'ont emmerdé quand même. C'est-à-dire, ils t'ont emmerdé. Bah, j'en ai un où il commençait à me toucher les bras, les Oh pecs, là, là tu dis, oh là, et je lui dis, l'erreur. et du coup, je lui dis, non, mais ça, c'est pas possible, en fait, enfin, je vais descendre de la voiture. Hmm. Est-ce que le mec, donc, il parlait, et en fait, tu vois, je me souviens de la phrase exacte. Donc, lui, ça s'est plutôt bien passé. Il s'arrête. Bah, tu vois, à Vannes, je sais pas si tu vois, t'es déjà allé à Vannes? Oui, pour aller Ouais. à Arzon, où j'ai pas mal d'amis Voilà. qui habitent là. Bah, tu vas à Vannes et tu prends la voie rapide pour aller direction Rennes. Ouais, Bah, juste là, il s'est arrêté sur le côté. Et le mec me dit, donc je vais pour partir. Je lui dis, bah, moi, ça me va pas. Là, ce que vous faites, c'est bizarre et tout. Il me dit, je suis désolé, mais je recherche la petite branlette avec les petits jeunes. Voilà voilà ce qu'il m'a dit. ouh. Donc, bon, ça m'a pas traumatisé, mais sur le moment, tu te dis, bon, bah, le mec, Ah, tu dis, j'ai eu chaud quand même, on sait voilà, enfin, le jamais. mec, il prenait un autostoppeur, non pas pour me rendre service, mais il avait 65 balais. Triste. Et après, j'ai eu un autre mec, alors là, c'était beaucoup plus chaud, où là, ça ressemblait à un truc, esprit criminel, quoi. J'étais, en pleine Heureusement que t'es là campagne. aujourd'hui. Ouais, non, mais c'est pas passé grand-chose, mais j'étais en pleine campagne et le mec, il commence à me poser des questions cheloues. Mais genre vraiment chelou, genre, il me dit: «C'est quoi la taille de ton pénis? En érection, moi la mienne c'est ça». Tu vois? Des questions genre vraiment bizarres. Ouais, là, Bah, je t'es te un dis, peu. quand tu fais du stop, tu rencontres la France. Ouais, t'as Donc vraiment tout. t'as vraiment de tout. Et puis à un moment donné, donc lui, il m'a pas touché. Mais par contre, à un moment donné, mais vraiment, je te dis, esprit criminel. Il se gare sur un truc, au milieu de nulle part, en Bretagne, comme tu peux l'imaginer, et à côté, il y avait une forêt. Et c'était genre une départementale où il y avait son père, genre. Et là, il se gare et tout, et je dis: «Vous faites quoi?» «Bah, viens, on va aller se balader en forêt et tout». Puis moi, à ce moment-là, je faisais beaucoup de boxe et tout, j'avais confiance en moi et du coup, je sais pas ce qui m'a pris, réflexe. J'ai pris sa tête, je lui ai mis contre Le le capot. volant Ok. et je lui ai dit: «Non, non, mais on s'est pas compris, ouvre la bagnole, machin, nin Il me dit: «Non, non, c'est ouvert et tout». Je sors de la voiture et il me dit: «Ah, je» et donc moi, je pars, je me casse et Et t'es en plein j'avais milieu mon d'une sac forêt, du coup. et bah, alors, il y avait la départementale, mais il y avait la forêt, tu vois? Il y avait départementale, forêt à droite Ok. et tu sais, des fois, il y a des petites terres un peu de cailloux là, tu vois? Où tu peux te garer. Et du coup, et je me cache, je sors de la voiture et le mec revient, il me dit: «Non, mais je suis désolé». Je dis: «Non, non, tu sais quoi? Tu veux qu'on s'explique? Sors de la voiture». Et le mec, il dit: «Non, non, non» et il s'est cassé. Et donc voilà. Mais tu vois, ça aurait été une meuf, qui aurait été en panique, Ah, c'était je conseille pas à faire ça. j'ai eu de la chance aussi d'avoir un père, enfin mon père aujourd'hui, il est prof de karaté, donc je fais des sports de combat depuis que Ok. je suis tout petit. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai le nez de travers, parce que j'ai fait un peu trop de boxe. Donc voilà, donc ça aide aussi sur la confiance et sur des réactions à un moment donné. Mais en même temps, j'ai fait ça et le mec, il aurait pu sortir un Ouais. couteau ou tu vois? Tu sais pas comment les gens peuvent réagir. Moi, ça s'est bien passé, mais du coup, le stop, ça peut enfin, ça peut être risqué. Et en même temps, tu dis aux gens: «Mais enfin, tu sais pas en fait quelle Ouais. voiture, Et pour revenir sur l'IMO, du coup, tu as fait pas mal d'investissements IMO. ouais, Tu aurais pu t'arrêter là et te dire, OK, je suis rentier, je vis là-dessus. ouais». Pourquoi tu as voulu lancer Kyros? C'est quoi ton objectif? C'est quoi ta vision à présent? Bah, alors, déjà parce que je l'ai pas été, rentier, parce que bon, Parce que c'est un peu le mot qu'on ouais, vend sur les réseaux, ce quoi. que ce qu'on dit jamais, c'est qu'en fait, il y a enfin, sur les investissements que tu fais, plus tu vas chercher le rendement, plus il y a des couacs. Et donc, bah, ce que je te disais, des fois, tu as des impayés. On n'avait pas forcément les dispositifs qu'on connaît aujourd'hui à ce moment-là, on ne les utilisait pas. Donc, puis il y a des travaux, des trucs où des fois, bon, tu te dis, Des bon, bah, la imprévus. toiture, je la fais pas tout de suite. Puis finalement, il y a une tempête parce que tu es en Bretagne. Et puis en fait, bah, il faut refaire une partie. Et donc, donc en fait, t'es pas vraiment rentier comme ça. Quand tu as des crédits, bon, j'imagine qu'il y en a qui ont réussi à faire un peu le truc, mais surtout que moi, à ce moment-là, je m'associais avec des gens. Donc en fait, j'avais pas 100% des Mmh. biens. Donc voilà, déjà, je l'ai, enfin, voilà, j'avais du cash flow et j'en ai encore aujourd'hui, mais pas de quoi vivre une vie flamboyante. Et surtout, bah, plus tu avances dans l'âge et plus tu te rends compte que tu as aussi besoin d'argent. Et donc les 1 000 € de départ, aujourd'hui, c'est même pas le prix Ouais, du ça loyer que j'ai suffit à plus. Paris, tu vois. Donc il y a un moment donné, il faut faire preuve de réalisme aussi. Et puis après, c'est aussi autre chose, c'est que en fait, je voulais être rentier parce que je savais pas quoi faire et qu'il y avait rien qui m'animait. Mais à partir du moment où j'ai fait de l'investissement immobilier et que j'ai vu que ça me plaisait, bah là, c'était plus un problème. Quand tu fais un taf et que tu détestes ton taf, bah, tu qu'une envie, c'est d'être à la retraite. Mais moi, aujourd'hui, je suis très épanoui dans ce que je fais. C'est parce que je fais ce que je fais que tu m'invites aujourd'hui. C'est parce que je fais ce que je fais que mercredi, je vais à Bordeaux et que je vais dans un mastermind pendant 3 jours et que je suis avec des gens exceptionnels et d'une gentillesse incroyable et qu'aujourd'hui, c'est un groupe d'amis et qu'on s'entend très bien. C'est parce que je fais ce que je fais que je rencontre des entrepreneurs qui te challengent intellectuellement,
Donc, c'est parce que je fais ce que je fais qu'aujourd'hui, on a un bureau à Station F et que du coup, je rencontre aussi d'autres personnes. Et la vie, c'est ça. Et je pense que, enfin, c'est ça. Ça peut être ça. Et moi, ça me plaît. Donc, dans ce cadre-là, ça me dérange pas de travailler. Et aussi, il faut dire, ce qui est, c'est qu'aujourd'hui, même si on n'a pas une grosse structure, on a une structure où on peut avoir, on a notamment des alternants avec qui on travaille. Ok. Et donc, on a des chasseurs indépendants. Et donc aujourd'hui, la majorité du travail que je fais aujourd'hui, il me plaît. Je fais plus grand-chose que j'aime pas. Donc, Tu fais quoi en chez tâche, Kairos, en règle générale? bah déjà de la représentation, comme aujourd'hui, intervenir dans des podcasts, on fait du contenu sur les réseaux Ok. pour communiquer. Je vais être dans la stratégie, donc définition des stratégies immobilières qu'on va mettre en place, un peu de la réflexion sur ces sujets-là, recrutement, motivation des équipes, et surtout la grosse tâche que je fais aujourd'hui, c'est qu'il m'incombe la responsabilité, je dirais, de vendre. C'est-à-dire que encore aujourd'hui, 90% des projets, ils passent par moi pour être vendus. C'est-à-dire que tout le flux d'investisseurs, c'est moi qui les prends en visio, c'est moi qui leur explique comment ça va se passer. Le sales. Je suis le vendeur. Aujourd'hui, je suis le principal vendeur de Kairos parce que c'est l'essence dans le moteur. Donc, je prends cette responsabilité encore aujourd'hui. À terme peut-être moins, mais encore aujourd'hui, c'est ma grosse mission et c'est là où il faut que je sois bon. Et les sociétés d'investissement clé en main, il y en a eu énormément qui Ouais. ont poussé entre, allez, 2015 jusqu'à 2021. Mm. Et après, il y a eu la crise au niveau des financements et avec la hausse des taux d'intérêt. Ouais. Aujourd'hui, c'est Qui va, quoi qui le va game plan? continuer. Ouais, qui va continuer. T'as vu ce qui a Et été fait vendredi? non, j'ai pas vu. Bah, tu sais, il y a des agences de notation sur. Ah oui, oui, si, si, si. Donc, bon. Qui on est même moins bien noté que la Grèce, alors que la Grèce, en 2009, il s'était Ouais. passé ce qui s'était passé, Alors, quoi. peut-être, je sais pas pour la note de la Grèce, mais en tout cas, on a encore perdu. On est passé de double A- à A+. Et d'ailleurs, je trouve que c'est mal fait parce que tu dis AA-, ça fait presque moins bien que A+. Tu te dis, t'as un moins et t'as. Bon, bref. Mais du coup, les taux de crédit, a priori, ça va pas, peut-être pas. Même s'il y a la Fed qui a Ouais. annoncé qu'ils allaient baisser. Il dit ça depuis longtemps, mais j'ai l'impression que ça n'a toujours pas évolué. Et du coup, pour revenir à la question, est-ce que tu peux donner aujourd'hui le game plan, que le nom du Ouais. podcast c'est le game plan, pour lancer sa société d'investissement clé en main aujourd'hui? Parce que il faut mieux avoir les clients, mais comment tu trouves les clients? Ou il faut mieux avoir les biens? C'est toujours un peu. Il y a toujours une période où tu as plus de clients, mais moins de biens, trop de biens, mais pas assez de clients. Tu peux développer la stratégie que vous avez eue et pourquoi Kairos aussi? Alors, déjà, je vais citer Nicolas Sarkozy pour commencer. C'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. Donc, pour répondre à ta première question, c'est plus difficile de trouver des bons projets que de trouver des clients. Et après, il faut trouver des bons clients. Ça, Et c'est c'est quoi un bon client? un bon client, c'est un investisseur qui va te faire confiance déjà. C'est un investisseur qui a pas peur ou qui a une peur raisonnable. Et donc, il faut aller chercher le persona. Et c'est un investisseur qui peut mettre l'argent sur la table, qui peut payer. Et donc pour ça, tu as plusieurs persona types. On en parlait tout à l'heure. Moi, ceux que j'affectionne, avec qui on travaille et avec qui ça se passe bien, c'est profil type entrepreneur. Parce que déjà, de fait, si la personne est entrepreneur et qu'elle a réussi dans l'entrepreneuriat, On a pris des risques. voilà, c'est qu'elle est OK pour prendre des risques. Si tu restes salarié, ça veut pas dire que tu n'aimes pas le risque, mais a priori, tu fais un peu plus, tu es moins. En tout cas, tu n'as pas prouvé par ta situation professionnelle que tu es habitué à en prendre. C'est plus sécurité que risque, quoi. A Qui est, priori, encore une fois, n'est pas mauvais, hein. a priori, a priori. Peut-être qu'il y a des entrepreneurs qui prennent moins de risques que certains salariés, bien sûr. Mais globalement, un entrepreneur montre que. Donc voilà, ça va être ces profils-là. Et après, comment tu fais de l'acquisition? Bah, il faut trouver des personnes qui vont chasser des beaux produits. Mmh. Donc il faut bien les rémunérer. C'est ce que nous, on essaye de faire. Et donc, pour la structuration, bah, déjà, je pense qu'on est dans un métier où c'est bien de montrer par l'exemple. C'est-à-dire que faire une société de clé en main sans avoir investi dans l'immobilier, c'est peut-être un peu plus compliqué. Certains l'ont fait, par le passé. Certains l'ont fait, mais en tout cas, moi, je me mets à la place d'un investisseur. J'aurais du mal à investir avec quelqu'un qui a jamais fait d'investissement D'accord. immobilier. Ça veut pas dire pour autant que, tu vois, il y a des coachs de foot qui ont jamais fait de foot et qui sont très bons coachs. Ouais.
Mais Zidane, il a été très bon au foot et il a été très bon coach de foot. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je raisonne un peu plus comme ça. Donc déjà, peut-être, avant de chercher à monter une société clé en main, peut-être que c'est bien aussi de tester par soi-même. Et au moins, on fera des erreurs, parce que de fait, t'en fais. Donc, Mmh. faire soi-même des erreurs. Et puis après, une fois qu'on a fait des projets, bah, il faut trouver des investisseurs. Alors, ce qui est bien avec notre modèle, c'est que nous, en tout cas, on est payé au résultat. OK. On n'a pas d'upfront. Donc, les personnes, souvent, je leur dis, bah, de toute façon, vous avez à payer, vous nous paierez quand on passera chez le notaire. Donc, déjà, les gens, ça les rassure. C'est plus facile. Il y a pas trop de tourisme parce que parfois il y en a des gratteurs qui peuvent dire: «Bon, je tente», ils m'envoient des choses, mais ils peuvent te faire perdre un peu de temps au final, non? Si, il y Et en mettre une a. barrière à l'entrée, parfois ça fait pas un peu le tri? Alors, il y en a. Il y en a. Bon, après, je commence à voir un peu, Ouais, c'est à force. Là, tu vois, je regardais, je crois, depuis le début de l'année, j'ai fait 132 rendez-vous visio avec des prospects avec qui on a closé le dossier. OK. Donc, alors, pas, quand je dis closer le dossier, c'est pas qu'ils ont acheté un bien, mais ça Ils ont veut dire qu'ils ont, accepté de voilà, ils ont signé le mandat de recherche, etc. Ça, on en a fait 132 depuis. Et c'est moi qui ai pris c'est énorme 100% des calls, 132. tu vois. Donc, à force, je commence à sentir un peu les patterns des gens qui. Cela dit, je me trompe encore. Et donc, il y en a qui nous font perdre du temps. C'est comme ça qu'on Mais apprend. en général, ils nous font perdre une ou deux fois. Et puis après, en fait, quand la personne te dit non pour des raisons logiques, c'est OK. Mais quand elle te dit non et que tu vois qu'il y a pas de. Enfin, que ça n'a pas de sens. Ouais. Parce que, en fait, on définit en amont tous les besoins. Tu vois, c'est comment monter une société de clé en main. C'est déjà avoir. Nous, on a monté un CRM, un logiciel de suivi sur Bubble. Mon OK. associé qui l'a développé. Aujourd'hui, on a même une application qui devait J'ai vu sortir ça, de. elle est clean, à Ouais, la Robinhood où tu fais tout depuis, ton exact, portable. exactement. Et encore, là, pour l'instant, elle est en mode site internet. Le 1er septembre, on est sorti une application. Là, on a une application que tu vas pouvoir télécharger sur l'Apple Store ou la Play Store C'est encore mieux qui du coup. sort. Alors, j'espère que c'est cette semaine. J'espère que quand les gens écouteront le podcast, ils pourront télécharger donc Kairos sur l'Apple Store ou la Play Store ou Play Store et pour avoir tout le suivi. Tu vois, par exemple, c'est con, mais moi, sur cette application, ce que je veux, tu es investisseur, par exemple, tu vas en soirée IMO. Les gens, ils te demandent ce que tu as acheté. Même moi, aujourd'hui, des fois, je me trompe. Ça m'arrive de dire Ouais, des. on connaît pas les Et c'est chiffres et c'est par pas cœur. volontaire. Mais c'est juste que tu sais plus exactement. Des fois, tu achètes, tu revends, tu machin. Quand ça fait 5-10 ans que tu fais ça, il y a des fois des chiffres, tu les connais plus. Mmh. Et ben, moi, je me dis, tu vois, c'est ce qu'on a fait là chez Kairos, qu'on l'a fait sur la partie intranet pour les investisseurs. Et moi, je vais l'ouvrir sur l'application pour tout le monde. C'est que tu rentres tes biens. Donc, on te dit, OK, tu l'as acheté tant, tu mets un document qui justifie, etc. Tu mets le loyer que tu touches tous les mois. Et donc, demain, tout comme aujourd'hui, quand tu dis, j'ai investi en bourse, on te dit, bah vas-y, montre-moi ton PEA ou j'en sais rien. Tu vas sur Boursorama, tu montres et tu dis, j'ai 200 000 en Ouais, liquidité, tu tu montres. chiffres, Aujourd'hui, en IMO, il n'y a rien qui montre ça. Et moi, j'aimerais bien que demain, on soit une référence là-dessus, où tu dis, bah t'as investi en IMO. Bah regarde, sur Kairos, j'ai mes 7 biens immobiliers qui me rapportent tel chiffre, 6 tel 000 euros par chiffre, mois. OK. Et voilà. Et parce que même des investisseurs, moi, ça m'arrive des fois de recevoir des messages à 22h d'investisseurs, parce qu'ils sont un peu bourrés et qu'ils sont avec des copains en soirée et qui disent, ah Maury, déjà, j'ai investi dans quoi? Il y en a, ils se souviennent même plus ce qu'ils ont Ouais, acheté, tu vois. Donc, c'est vraiment cette philosophie-là. Et donc, c'est aller chercher des investisseurs. Et donc là, il y a plein de moyens d'aller chercher des investisseurs. Déjà, ça peut être des associés au départ parce que c'est plus facile. mmh, Parce que quand vous êtes dans la boucle, ça permet d'aller ouais, acheter des ça c'est biens. sûr. Et après, ça peut être, ça va être du bouche à oreille. Ça peut être aussi travailler, au départ, travailler pour moins cher parce que c'est difficile de mettre du pricing au départ quand vous n'avez pas de preuves. Euh, il faut, les gens, moi, ce que je constate, c'est qu'ils regardent les avis Google. Donc, essayer d'avoir des bons avis Google, avoir un site qui est propre. Il est cool le vôtre, Ben, avant. merci, on a pas mal bossé dessus. Avoir un CRM pour le suivi et proposer des bons projets d'investissement. Si vous avez des bons projets d'investissement et que tout tient la route, ça devrait le faire. Faire des fiches, nous, on a un logiciel aujourd'hui qui le permet où tu rentres la data et donc tu as toute une fiche qui te permet de présenter le bien. Ça, les gens, les investisseurs, ils sont un peu sensibles. Et puis voilà, et puis après se faire connaître. Et au départ, c'est comme ça. Mais au départ, il faut dire la vérité. C'est la galère. Mmh. C'est la galère parce qu'il n'y a personne qui veut être le premier. Quand tu as un chirurgien qui est nouveau chirurgien, il n'y a personne qui a envie d'aller faire l'opération avec Ouais, à lui. cœur ouvert, Voilà, tu as envie d'aller voir le chirurgien qui l'a fait 10 000 fois. mmh. Quand tu prends l'avion, tu n'as pas envie d'être un pilote ou c'est son premier vol. T'as pas envie de ça. Alors, vu que c'est une compagnie aérienne, bah, tu le sais pas. Tu sais pas le gars depuis combien de temps, ou la fille d'ailleurs, mais fait des vols. Mais donc toi, au départ, tu vas galérer. Ça, c'est clair. Trouver des investisseurs au départ, c'est galère. Mais par contre, après, ça, si tu as des bonnes recommandations, etc., après, c'est bien. Il y a du repeat. Si tu as des gens qui ont des moyens financiers, Ouais. ils rachètent. Et donc ça
Ça permet de se développer et après il y a plein de stratégies qui permettent le développement de la boîte, notamment, un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps, c'est les publicités. Faire des publicités, ça peut être soit du référencement sur Google, soit des OK. publicités sur Meta, heu Efficace, ouais. hyper bien, hein. Ça marche hyper bien, mais c'est pareil, ça marche bien si tu as un bon tunnel d'acquisition derrière, tu as un bon média buyer qui va te recommander et cetera et ça, c'est pareil, souvent, on se dit: «Bah oui, là, tout ce que je dis, c'est facile parce que nous, aujourd'hui, on l'a construit». Mais ça a été dur, et il faut avoir des personnes qui sont polyvalentes, et notamment, moi, je suis peut-être bon dans la vente, mais j'ai un associé qui est excellent pour bien d'autres choses et c'est ce qui nous a permis de compléter. Aujourd'hui, on a un bon média buyer, mais qu'on paye cher et donc il Les faut médias avoir de buyers, l'argent. ouais, ça Faut ça avoir gagne bien, mais faut faut mettre les voilà, sous, quoi. c'est ça, et donc c'est sûr que là, tout ce que je dis, ben, ce que je veux dire, c'est donner des visions pour la suite. Mais au départ, même l'affiche, quand je vous dis avoir des belles fiches de présentation et cetera, parce que c'est facile de dire ça une fois que tu as tous les logiciels et que nous, on les a développés en interne, mais au départ, tu pas d'argent. Mmh. C'est ça la réalité, donc bah, tu fais avec ce que tu as, tu fais ta fiche sur Excel, tu essayes d'avoir un truc à peu près pro, tu te trompes pas trop sur les chiffres, tu essayes de faire un truc carré et puis, bah, normalement, tu vas pouvoir faire un quelque chose de qualité qui va permettre de répondre un petit peu aux exigences des investisseurs. Mais en tout cas, n'oubliez pas une chose, moi, c'est ce que j'ai constaté en discutant avec beaucoup d'investisseurs, c'est que, une grande majorité, peut-être pas la totalité, mais une grande majorité des gens investissent vraiment pour gagner de l'argent. Donc tout ce qui va être autour, le développement durable, même si c'est un enjeu très important, enfin, écologie, social, vous allez loger des nous, on loue à des assos, mais les gens, ils veulent que les assos, elles payent le plus cher possible. Je suis sensible à cette cause. Même Mais si les si j'ai pas mon 8 ou 9 ou 10% de rendement, tu vois ce que je veux C'est dire? marrant parce que même des personnes qui sont très bobos, qui dans leur discours Ouais, peuvent dire certaines choses en soirée, bah, au final, dès que c'est leur argent, ils veulent louer le plus cher possible, bien tu vois? sûr. C'est ça qui est Bien sûr, étonnant. la réalité, c'est que moi, j'avais une question à un moment donné, on l'avait mis dans notre, découverte, client. On avait dit, «Vous investissez pourquoi?» Et j'ai arrêté de la poser. Parce que les gens, ils me disaient, «Pour la famille, pour le» et à la fin, une fois qu'ils avaient passé le filtre social, bon et puis pour gagner de l'argent, hein, Ouais, tu vois? Et ils te le disaient en rigolant presque parce qu'ils étaient gênés parce que tu es en France. Mais du coup, et quand je leur disais: «Mais si on a un bien, qu'on loue à une asso et qu'on, loge par exemple des femmes battues, mais qui génèrent, 6 de rendement et que j'en ai un autre qui en génère 8, mais on loge, n'importe qui. Bah non, je vais prendre celui qui a 8%. Donc vraiment, oubliez pas, essayez vraiment de comprendre ce que les gens veulent en face. Et dans l'investissement immobilier, je crois que la majorité des gens, ils veulent surtout gagner de l'argent. Donc creusez-vous les méninges pour que vos clients gagnent et normalement, ça devrait le faire. tu penses quoi du marché immobilier, français actuel? Toi, tu es optimiste? C'est quoi ta vision? Pour même, les personnes Bah qui alors, je suis écoutent? optimiste, mais pas par choix, par obligation. C'est-à-dire que j'ai fait le choix d'aller sur ce marché-là. Je pense que le marché immobilier, de toute façon, il se corrige par lui-même. Les taux augmentent, les prix, bon, grosso modo, stagnent ou baissent un peu. Ils baissent, ça augmente un peu. Bon, voilà, c'est dynamisé par ça. Après, je pense que, ouais, il va falloir qu'on se réveille. Moi, je suis assez déçu et un peu étonné, je dois admettre, qu'un Emmanuel Macron ait pris des décisions. Tu vois, j'étais pas pour dire, «Il faut qu'il démissionne» et cetera, machin. J'aimerais bien qu'on me dise, j'aimerais bien avoir l'info, tiens, d'ailleurs, heu, tu vois? Parce qu'on là, on voit qu'il y a une décadence économique quand même. C'est quand même difficile de se dire, il y a un pays avec autant d'impositions, heu et d'être dans une difficulté financière comme Mmh. celle qu'on connaît aujourd'hui. C'est vraiment frustrant, et on se dit: «Bon, bah, Macron, c'était un virtuose de la finance» et cetera. Puis là, je sais pas si tu vois, mais il y a de plus en plus d'articles qui disent qu'en fait, bon, bah, en fait, quand il était chez, je sais plus, c'était quoi? Rothschild. Rothschild, merci. Quand il était chez Rothschild, en fait, il était pas vraiment dans la finance, il était plus, en fait, il faisait plus, des introductions avec des politiques et cetera, OK. donc c'était plus du relationnel, donc finalement bon, après voilà, c'est toujours pareil, c'est facile de faire l'histoire après, mais tu vois, là, j'ai entendu il y a pas longtemps des gens qui disaient, que Macron doit démissionner. Je pense qu'en effet, là, on est à la fin d'un cycle. Heu, Macron, il avait pas une politique qui était toujours en faveur de l'immobilier, Loin de là même. c'est Beaucoup dommage. plus fan de produits financiers Ouais, et je m'en souviens qu'ils sont obligés de déclarer leur patrimoine ouais et quand tu regardes le patrimoine de Macron, tu as l'impression que le pauvre, et tu il a pas beaucoup et limite, tu es plus chaud que et lui tu alors que tu sais que tout est caché, il ouais doit avoir à gauche, à droite, tu et vois? tu as vu d'ailleurs ce qui s'est passé là avec la maison au Touquet? Non? Bah, c'est marrant parce que alors tu le dis sans le savoir, mais du coup, tu viens de dire une belle vérité parce que, donc la maison de donc c'est Brigitte Macron, je crois, mais bon, vu qu'ils sont, mariés, j'imagine, enfin, j'en sais rien, mais vu qu'elle porte son nom de famille, j'imagine qu'ils doivent être mariés. Heu et ben, elle avait été estimée, alors je veux pas dire de conneries, mais je crois qu'elle avait été estimée au départ à 1,5 million ou 1,6 million, la maison, un truc comme ça. Mais c'était pas lui, c'était, Brigitte. Bon, après,
voilà, et à mon avis, ils se sont arrangés comme ils pouvaient. Ouais. Et là, je crois qu'elle a été mise en vente ou elle a été revendue, tu vois, mais pas longtemps après, hein. Je crois que c'était en 2022 pour son deuxième mandat. Alors, il faudrait vérifier les chiffres, je dis peut-être des conneries, mais elle a été revendue un peu plus de 3 millions. 3 millions 2 ou tu vois. Bon, c'est quand même étonnant. Alors, c'est vrai, et c'est ce qu'ils disent, il y a un président qui a vécu dedans. Donc, ça crée de la valeur sur le bien. De là à faire Ouais, x2, fois 2,5 sur le prix, il y a un sujet. Donc, oui, ils sous-valorisent leur actif. Et je pense qu'on est parmi les choix qu'il a fait économiquement, mais il a tenté, hein, mais le fait de ne pas mettre l'immobilier au premier plan, il y a un adage qui dit quand le bâtiment va bien, tout va bien. Mmh. Bah là, ça va pas bien. Il y en a beaucoup qui en souffrent, même les plus gros. Et je pense que ouais, là, en tout cas, il faut changer quelque chose. Ça c'est clair. Moi, j'ai plutôt une vision où je me dis que ça doit être entrepreneurial. Et du coup, j'ai une vision positive pour l'immobilier. On a quand même des grandes banques qui sont a priori très solides. Il y a Agricole, hein, qui est 10e, je crois, plus grande banque au monde. Donc, quand même une grosse structure. On a la caisse d'épargne. On a des crédits fixes, à taux fixe. On a des prix de l'immobilier qui restent assez stables. Une économie qui, globalement, qui tient la route. Euh, Maintenant, il va falloir arrêter de vivre au-dessus de ses moyens Mmh. et faire preuve de réalisme et de pragmatisme. Et très vite. Parce que sinon, ça va faire du mal à tout le monde et c'est pas le but. Et on a l'effet de levier en France, on ne parle pas assez, mais quand tu voyages dans d'autres pays où tu te rends compte que tout le monde doit tout payer en cash, leur IMO, Et puis, en France, on a l'effet de levier et ça, c'est exceptionnel. bah, ça change tout. Mais c'est ce qui rend l'immobilier intéressant. Sinon ça serait pas plus que ça intéressant. D'autres business où il y a beaucoup plus de cash Bien et sûr, c'est game changer. Aujourd'hui, c'est ce que je disais, tu me parlais de Baptiste tout à l'heure. C'est ce que je disais dans son podcast sur une des questions. Aujourd'hui, vous avez entre 25 et 30 ans. Vous avez un profil comme le nôtre. Vous nous écoutez, ce qui est probable derrière la caméra. Ou même d'ailleurs, si vous n'avez pas le même profil. Mais bon, vous sortez d'école de commerce, d'école d'ingénieur, peu importe. Vous arrivez à Paris. Vous n'allez pas vous acheter un bien, parce qu'à Paris, pour le coup, ça vaut le coup globalement de louer, parce que tu as une surface plus grande que quand tu achètes, la plupart du temps. Donc vous allez louer un bien. Vous allez prendre vos 3 000 euros par mois ou 2 500, peu importe, ou peut-être plus. Vous pourrez emprunter 200, 250 000, je caricature. Vous venez comme nous de Bretagne, par exemple, ou d'ailleurs en France, mais ça s'applique dans beaucoup de régions en France. Vous achetez un petit immeuble, une maison, que sais-je. Vous réussissez à négocier avec la banque un différé sur 3 ans. Et disons que vous arrivez à négocier un différé total. Avec les taux comme aujourd'hui, c'est encore autour des 3, 3,5. Nous, ce qu'on constate, c'est entre 3 et 3,2 pour les investisseurs. Vous arrivez à faire un différé total. Vous achetez un bien dans une zone qui marche pas trop mal. Tu vois, nous, on fait pas mal investir à Saint-Nazaire, des villes comme ça, peu importe. Euh, Bah, vous faites votre différé total. Vous achetez 250 000. Vous faites votre projet vous-même ou vous passez par une société comme nous ou avec toi ou peu importe. Euh, vous avez 2000 euros, allez, on va dire 2000 pour faciliter le calcul. Vous faites un beau truc, vous avez 10% de rendement, bon, très bien. C'est un bon rendement, peut-être que vous aurez un peu moins. Mais sur un différé total, bah, grosso modo, sur les 2000, il va peut-être vous en rester 1008 si vous retirez taxes foncières, frais de gestion locative. Euh, et ben, au bout de 3 ans, si vous faites votre différé total, bah, il va vous rester quasiment 50 000 dans la poche pour un investissement quasi sans risque. Et puis au bout de 3 ans, par exemple, vous revendez ou vous continuez votre investissement. Mais c'est quand même une belle manière d'avoir. Enfin, si vous prenez 3 000 euros par mois, bah, c'est quasiment 1 an et demi de salaire en faisant pas grand-chose. Si vous passez par une société clé en main, bah, vous n'allez pas foutre grand-chose. Soit vous le faites vous-même, vous allez mettre un peu de temps. Mais honnêtement, le jeu en vaut la chandelle quand même. c'est toujours le rapport temps, argent, énergie et merci pour, cette réponse parce que j'allais te demander justement le game plan pour quelqu'un qui veut se lancer en IMO Ouais. ou, qui finit, son école de commerce et qui a envie, d'investir sur son premier er appartement. Bah, déjà merci beaucoup. On se rapproche enfin, c'est la fin de l'épisode. Si je peux me permettre, Ouais, juste pour te couper, si je peux donner un vrai tips, si vous êtes vraiment jeune et que, enfin, vous avez 25 ans, là, vous sortez d'école, vous voulez investir, moi, je me rajouterais une petite nuance. OK. Si vous pouvez, et que vous venez d'une région comme nous, en Bretagne, vous pouvez faire construire une maison. Alors, il faut trouver le bon constructeur. Attention, soyez bien vigilants, prenez regardez bien les avis Google, prenez le temps de choisir le bon. Investissez par chez vous, là où vos parents viennent. Bon, sauf s'ils viennent, on parlait de carré, enfin, carré, pourquoi pas, mais allez dans des zones quand même qui marchent plutôt bien. Ouais, c'est un peu Mais plus calme. vraiment, renseignez-vous et faites construire une maison, parce que une maison, quasiment à chaque fois, vous faites de la marge en la revendant quand vous faites construire une maison. Pourquoi? C'est très simple, hein, c'est parce que les gens, quand ils veulent acheter une maison, alors il y en a plein qui veulent acheter du neuf pour être tranquille par rapport aux travaux qu'on Mmh. évoquait tout à l'heure. Ils sont pas prêts à attendre les 1 an et demi de construction, 2 ans parfois. Donc du coup, bah, vous allez créer de la valeur dans leur esprit. Enfin, elle est tout de suite disponible. Donc prévoyez, vous faites petite maison, rez-de-chaussée, premier étage, 100, 110, 120 mètres carrés, chambre au rez-de-chaussée pour les parents avec salle de bain, à l'étage 2 ou 3 chambres pour les enfants.
pièce de vie de 35-40 mètres carrés idéalement, un petit garage si vous pouvez. Souvent, les constructeurs CCMI, ils ont ce type de modèle. CCMI, Ouais, ceux qui connaissent pas. constructeur de, enfin, c'est, je sais plus, maison individuelle. Ok. Mais en gros, ça veut dire que votre maison, elle est, enfin, ça veut dire que la construction que vous allez faire est très réglementée, et notamment sur les prix, et qu'on ne pourra pas vous les faire augmenter durant la construction. Ce qui peut être un vrai problème, puisque bah, quand on est du coup client, si jamais vous n'avez pas ce type de contrat, par exemple, avec le constructeur, vous dit au fur et à mesure, bah, désolé, les matériaux coûtent plus cher, parce que la construction prend du temps, et donc du coup, vous augmentez les prix. Là, avec le CSCMI, c'est pas le cas. Donc là, vous faites construire une maison. Je sais pas si vous investissez, par exemple, à côté de Lorient, par exemple, vous êtes de Lorient. Vous arrivez à faire une coloc, vous estimez le marché, comme ça vous avez un rendement qui est bon, et puis au bout de 3 ans vous revendez. Bah là ça peut être cool, parce qu'en plus vous allez faire une plus-value. Donc si vous vous débrouillez pas trop mal, moi j'avais fait construire une maison à Surzur, on avait pour 197 000, on l'a revendu instant, on l'a revendu 280 000, tu vois. Alors je dis pas que vous allez faire 80 000 à chaque fois, mais même si vous faites 30-40 000, Ouais, c'est déjà plus énorme. les 50 000 de différé, bah, en fait dans 3 ans vous nous appellerez, vous nous enverrez un message et vous nous direz Merci. merci, parce que vous aurez fait 80 ou 100 000 euros. Et je le pense vraiment, parce qu'il y a des podcasts où je disais des choses, ou des vidéos où je disais des choses il y a 4-5 ans, et des fois il y a des gens qui m'envoient un message, qui me disent Ça, j'ai c'est fait beau. ce que tu as fait et ça a marché, merci. Bah, merci en tout cas pour ce podcast full valeur. Juste une dernière question, si tu peux, le mot de la fin. Si tu peux, voilà, donner un conseil à quelqu'un qui a envie de se lancer dans l'investissement immobilier, voilà, assez court, comme c'est terminé, mais voilà, en quelques mots, qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour quelqu'un qui a envie de se lancer dans ce milieu qui peut faire peur? Mm. Bah, déjà faites-le, méfiez-vous de tout ce qui est trop beau, notamment, en fait, notamment, j'allais dire, les sujets type, avec, des fiscalités, où vous avez des intérêts à acheter, genre, Pinel et cetera, sans les citer, mais résidence-service, oubliez les résidences-services la plupart du temps. Ou alors vous achetez une résidence-service qui est en fin de, c'est-à-dire qu'il y a plus de locataires, pro, mais sinon tout ce qui est EHPAD, résidence-service senior, résidence-service étudiante, oubliez, en général, c'est rarement une bonne affaire. C'est rarement une bonne affaire. Hem et alors moi, le gros conseil que je donnerais, c'est un, apprenez à vous connaître vous-même, pour savoir ce que vous devez faire, mais vraiment vous connaître. Genre, vous partez un week-end, une semaine à la campagne, et vous prenez le temps de réfléchir, comprendre qui vous êtes. Ça, c'est important. On prend pas assez le temps de le faire. Tout avance, et puis on ne sait pas ce qu'on veut et ce qu'on veut faire, qui on est. Et deux, apprenez à comprendre votre interlocuteur en face, quel intérêt il a. Toujours. Si la personne est en face de vous, elle a des intérêts qui sont peut-être pas les vôtres. Essayez de les comprendre. Euh, un conseiller en gestion de patrimoine, c'est pas tout le temps le cas, mais il va avoir intérêt à vous vendre le projet, parce que, il a besoin d'argent instant, et puis il s'en fout du long terme, parce qu'en fait, il vous fait, ou pas, il y en a qui s'en foutent pas. Je mets pas une généralité, mais ou même un agent immobilier qui va faire du one shot. Mais essayez de comprendre la personnalité. C'est dur, hein, mais essayez de comprendre la personnalité que vous avez en face. Faites pas confiance à n'importe qui. Essayez de vraiment voilà, de bien connaître la personne, de prendre le temps, et je sais pas, par exemple, vous voulez investir avec nous chez Kiros, écoutez pas que ce podcast. Nous, on en a fait plein, allez en écouter plein. Et au bout d'un moment, faites les liens sur ce que je dis. Et puis, si vous vous rendez compte que je dis une énormité, bah, venez surtout pas chez nous. Si vous voyez que c'est cohérent, bon, à un moment donné, et puis renseignez-vous. Allez taper sur la presse, les noms, prénoms, tapez mon nom sur Google, regardez s'il n'y a pas des gens qui disent arnaque, etc. Voilà, prenez le temps. C'est quand même de l'argent qui est investi. Et je connais trop de gens qui ont fait des erreurs qui leur ont coûté quand même relativement cher. Moi-même, j'en ai fait des erreurs qui m'ont coûté cher, et que je paye pour certaines encore aujourd'hui. Donc voilà, faites les choses intelligemment et prenez le temps. Voilà, il faut être pressé sans l'être trop. Cool. Bah, merci beaucoup, Amaury. Merci à tous et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Merci, Ciao. salut.